Voyons ensemble la troisième loi de Newton. Avant de parler de la troisième, faisons un petit rappel des deux premières. La première loi de Newton nous introduisait la notion d'inertie. Donc, nous disait que si un objet est au repos, il va rester au repos. Et si un objet a une certaine vitesse, alors il va garder la même vitesse en module et en orientation, sauf si des forces extérieures nettes s'appliquent sur lui. Donc, la deuxième loi de Newton vient un peu compléter ça. Il dit qu'est-ce qui arrive s'il y a une force extérieure nette qui s'applique sur l'objet. Donc, la vitesse va changer. Et qu'est-ce qui nous dit que la vitesse change? C'est qu'on a une accélération. Donc, une accélération veut dire un changement du module de la vitesse, un changement de l'orientation de la vitesse, donc un ou l'autre, ou les deux à la fois. Et la troisième loi de Newton, le principe d'action-réaction. Donc, ça, c'est notre troisième loi de Newton. Alors, on va la décrire un petit peu plus. On va regarder une application de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, prenons l'exemple ici. On a deux enfants qui sont de part et d'autre d'une pente et leurs traîneaux sont attachés par des cordes. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même masse, d'accord? Il y en a un qui pourrait être plus lourd que l'autre. C'est pas important, ils sont attachés par une corde. Donc, il va y avoir sur chacun d'eux, nécessairement, il va y avoir une force. Donc, sur lui, il va y avoir une force exercée dans cette direction-là, exercée par la corde qui veut l'empêcher de descendre, et sur lui également, donc une force exercée dans cette direction-là. Maintenant, quelque chose d'important par rapport à la notation. Donc, soit un objet A et un objet B. Donc, ces deux objets-là, chacun exerce une force l'un sur l'autre. Donc, on va désigner par FAB. Donc, qu'est-ce qui sera FAB? C'est la force exercée sur A par B. Et de la même manière, on va indiquer que FBA, ça peut être un vecteur, ça peut être un module également, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a comme indice. Donc, c'est quoi les lettres qui sont en indice ou les chiffres qui sont en indice? Donc, FBA, ce sera la force exercée sur B par A. Donc, la première lettre nous dit sur qui est exercée la force et la deuxième lettre nous dit qui l'exerce. Un truc pour se rappeler de l'ordre, c'est le suivant, c'est de dire le sur vient avant le par, donc c'est sur par. Alors, le truc, c'est de dire, ben, c'est super. Donc, avec ce petit truc-là, bon, c'est pas le meilleur truc, mais quand même, c'est super. Ça nous permet de nous rappeler quel objet vient avant lequel. Donc, c'est sur. Donc, sur. Par, ben, c'est pour nous rappeler que le deuxième objet qu'on indique, c'est par. Donc, c'est qui exerce la force. Donc, ça, c'est notre convention de notation. On peut en prendre une différente. La troisième loi de Newton va quand même fonctionner, mais ça va nous permettre de l'exprimer de manière un petit peu plus facile. Donc, la troisième loi de Newton nous dit quoi? L'énoncé de la troisième loi. Donc, il nous dit que si on a une force exercée sur A par B, donc FAB, donc on a deux objets, chacun exerce une force l'un sur l'autre. Donc, on a un objet B qui exerce une force sur l'objet A. Ça va être l'opposé de FBA. Donc, si A exerce une force sur B, alors B exerce une force sur A de même module et de direction opposée. Donc, si A exerce une force sur B, alors, ça c'est pas un vecteur, si A exerce une force sur B, alors B exerce une force de même module et de direction opposée sur A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos deux amis ici? Bien, appelons-les A et B. Donc, la corde exerce une force sur chacun. Donc, ça, ce sera la force exercée sur A par l'objet B. Et ça ici, ce sera la force exercée sur B par l'objet A. Et selon la troisième loi de Newton, on nous dit que ces deux forces-là sont égales. On dit aussi qu'en vertu du... c'est avec le nom de la troisième loi de Newton, donc la loi d'action-réaction. Donc, on va dire que ces forces-là forment une paire action-réaction. Donc, ils sont égales, même module, direction opposée. Donc, quand on veut les exprimer en modules, sous forme de modules seulement, donc la troisième loi de Newton prend cette forme-là. Donc, comme les modules sont égaux, F
AB égale FBA. Donc, remarquez que ce qu'on a, ce n'est plus des vecteurs, ce sont vraiment des modules. Hein. De manière plus explicite, on peut le mettre comme ça. Donc, le module des forces est égal. Donc, on voit deux exemples, conséquences de la troisième loi de Newton. Un premier ici, admettons que vous essayez de sortir d'un canot qui est sur l'eau. Vous êtes debout dans le canot, vous voulez débarquer sur le quai. Qu'est-ce qui risque de se passer? Bien, vous allez vous pousser, c'est beau, vous allez pouvoir vous déplacer vers le quai, mais qu'est-ce qui va arriver au canot? Normalement, bien, il va reculer. Donc, il va y avoir une accélération, donc l'accélération du canot, dans la direction opposée à la vôtre. Donc, vous, si vous voulez monter sur le quai, vous êtes au repos sur le canot, vous donnez une poussée, vous allez accélérer dans cette direction-là. Alors ça, c'est une conséquence directe de la troisième loi de Newton. Donc, pour accélérer, on a besoin qu'il y ait une force qui soit exercée sur vous. Donc, la force est exercée par qui? Par le canot. Donc, c'est ce sur quoi vous appuyez. Donc, le canot exerce une force sur vous. Et donc, en conséquence, vous allez exercer une force égale et en direction opposée sur le canot. Donc, quand on essaie de se pousser à partir d'une embarcation, on part d'un côté, l'embarcation part de l'autre côté. Principe d'action-réaction, troisième loi de Newton. Un autre exemple, la force de gravité. Donc, si on a une pomme de 0,1 g, donc la force de gravité, c'est le poids. Ce sera exactement égal à 1 newton. Qui exerce cette force-là? C'est la Terre qui exerce cette force-là. Donc, la Terre exerce une force de 1 newton sur la pomme. Donc, ça va lui donner une accélération vers le bas de 9,8 mètres par seconde carrée. D'accord? Maintenant, selon la troisième loi de Newton, bien, la pomme exerce aussi une force sur la Terre. Donc, il y a une force exercée sur la Terre par la pomme. Selon la troisième loi de Newton, cette force-là est d'exactement 1 newton. Donc, c'est exactement la même force en direction opposée. Alors, en théorie, la Terre va aussi accélérer. Mais comme la masse de la Terre est très, très grande, donc j'ai une force égale une très, très, très grande masse, l'accélération va être toute petite, voire même négligeable. Donc, la Terre, c'est plusieurs milliards de tonnes. Nécessairement, si vous appliquez une force de 1 newton là-dessus, ça ne donnera pas une très, très grosse accélération, mais le principe est quand même là. Donc, si un objet est attiré vers la Terre ou n'importe quel autre corps céleste, à ce moment-là, l'objet attiré exerce aussi une force sur la Terre, de même module et de direction opposée. Donc, vous attirez la Terre autant qu'elle vous attire. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la méthode de résolution de problèmes dans différents cas. Donc, quand on a un seul objet, ça c'est normalement déjà vu, mais ce qui est nouveau, c'est quand on a plusieurs objets. On va faire un petit rappel. Quand on a un seul objet, les étapes à suivre, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire un diagramme des forces sur l'objet. Une fois que notre diagramme des forces est fait, ça va être de représenter la direction de l'accélération. Ensuite de ça, une fois qu'on a notre direction d'accélération, on va tracer un système d'axes. Maintenant, le système d'axes, si on veut se simplifier la vie, on va placer un axe dans la même direction que l'accélération. Et quatrièmement, une fois qu'on a notre diagramme des forces, on a représenté l'accélération, on a placé un axe dans la direction de l'accélération, on va appliquer notre deuxième loi de Newton, donc la somme des forces en X et en Y. Donc ça, c'est la méthode de résolution pour un seul objet. Maintenant, on va s'attaquer à des problèmes où on a plusieurs objets. Et nos étapes, il va y avoir quelques petites différences, mais dans l'ensemble, le principe reste très semblable. Donc, avant de faire le diagramme des forces, ce serait une bonne idée d'identifier chaque objet. Donc, les objets, on va les identifier par objet 1, 2, 3 ou objet A, B ou C. Deuxièmement, une fois qu'on a identifié chacun des objets, donc pour chacun des objets, on va faire le diagramme des forces. Donc, si vous avez 2 objets, ça fait 2 diagrammes des forces. Si vous en avez 3, ça fait 3 diagrammes des forces. Notre diagramme des forces, probablement qu'il y a des forces là-dedans qui sont des paires action-réaction.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la troisième loi de Newton pour voir s'il y a des forces qui sont exercées par un objet sur un autre. Si c'est le cas, ces forces-là, on pourra dire tout de suite qu'elles sont égales parce qu'elles sont des paires action-réaction. Donc, en vertu de la troisième loi de Newton, ces forces seront égales. Même s'ils ne sont pas connus, même si je ne connais pas les valeurs, je sais qu'au moins, une fois que j'aurai trouvé les valeurs, elles devraient être égales. Donc, ma quatrième étape, pour chaque objet, je vais représenter la direction de l'accélération. Donc, les accélérations de chaque objet peuvent être différentes, peuvent avoir des orientations différentes. Ensuite de ça, toujours pour chaque objet, je vais placer un axe dans la direction de l'accélération. Donc, ensuite de ça, j'ai dessiné, représenté l'accélération de chaque objet, dessiné un axe dans la direction de l'accélération. Sixièmement, on va utiliser ce que moi j'appelle le théorème du gros bon sens. Donc, le théorème du gros bon sens dit quoi? Dit que si vous avez deux objets qui sont attachés ensemble par une corde, bien si l'objet ici, celui-là, l'objet 1 a une accélération A2, s'ils sont attachés avec une corde, l'objet 2 va avoir la même accélération. Donc, des objets qui sont liés ensemble, attachés ensemble ou liés ensemble ont la même accélération. Donc, une fois qu'on a tout ça, maintenant, pour chaque objet, on va appliquer notre deuxième loi de Newton. Donc, ça veut dire que je vais avoir une somme des forces en X. Somme des forces en X égale masse fois accélération en X. Pour un objet, on va aussi avoir somme des forces en Y égale masse fois accélération en Y. Donc, ça me fait deux équations par objet. Donc là, maintenant, ce qui va nous rester à faire après ça, c'est de l'algèbre. Donc, souvent, on va vouloir qu'on isole, par exemple, une accélération. Alors moi, un truc que je vous donne, c'est le suivant. Pour résoudre votre système d'équations, souvent, on va pouvoir additionner nos équations pour chaque objet et ainsi, on va pouvoir isoler notre inconnu. Donc, votre système de deux inconnus, deux équations, il y a plusieurs méthodes de résolution, mais souvent, additionner nos équations pour chaque objet, par exemple, additionner nos équations en X pour chaque objet, va être une méthode de résolution qui va être intéressante. L'exemple qu'on va voir ici, on a deux wagons d'un train jouet, donc un wagon de 4 kg et un wagon de 6 kg. On va tirer, on va appliquer une force sur le wagon de 6 kg, donc une force extérieure qui va être de 20 newtons. Ce qu'on veut trouver, c'est l'accélération des wagons. Donc, on veut calculer l'accélération et on veut également calculer la tension dans cette corde-là ici. Donc, la première étape, ce sera de faire notre schéma des forces sur chacun des objets. Donc, nos deux objets sont respectivement le wagon, on va appeler ici le wagon 1 et le wagon numéro 2. Donc, sur le wagon numéro 1, je représente le wagon. Je n'ai pas besoin de redessiner l'objet au complet, mais au moins représenter un petit point ici, qui est l'objet sur lequel je vais faire les forces. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a d'abord le poids du wagon, donc le poids du wagon dirigé vers le bas, donc P1. On a également sa normale, donc perpendiculaire à la surface, alors la normale 1. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, entre les deux wagons, il y a une corde. Donc, cette corde-là, nécessairement, si c'est une corde, il va y avoir une force de tension. Donc, pour l'instant, on peut mettre force de tension exercée sur le wagon ici. Hein? On va passer au wagon numéro 2 pour l'instant. Donc, le wagon 2, toujours on représente un petit point pour représenter l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? Bien, on va avoir le poids du wagon numéro 2, que je vais appeler P2. Donc, c'est important, pas juste P, parce qu'on doit les différencier, P1 et P2. Ils n'ont pas le même poids parce qu'ils n'ont pas la même masse. On va avoir la normale 2. On a évidemment la force extérieure de 20 newtons. Donc, la force extérieure de 20 newtons est appliquée seulement sur ce wagon-là. Elle n'est pas appliquée sur le deuxième wagon, elle est seulement sur le premier wagon. Donc, on va avoir notre 20 newtons ici.
Et enfin, vous voyez qu'on a une corde qui est attachée au wagon numéro 2. Donc, la corde est attachée vers l'arrière du wagon. Une corde peut seulement tirer. Voilà. Donc là, j'ai deux tensions. Pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, regardez, on peut les appeler T1 et T2. Et on peut les appeler T1 et T2 pour supposer probablement que ce sont des tensions différentes. Sauf que, là, on va se poser la question suivante. Cette force-là, la tension T1, si je suis la flèche, si je suis la force, je vois que qui est l'objet qui tire? Qui est l'objet qui exerce la force? C'est le wagon numéro 2. Donc, c'est le wagon numéro 2 qui exerce la tension sur le wagon 1. Ces deux forces-là forment ce qu'on appelle une paire action-réaction. Donc, je vais les identifier comme telles. Donc, en vertu de la troisième loi de Newton, ces deux forces-là sont égales. Alors, ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire que cette force-là, c'est la force exercée sur 1 par 2. Et celle-là, c'est la force exercée sur 2 par 1. D'accord? Donc, que je les identifie comme des tensions, que je les identifie comme F1,2, c'est pas tant ça qui est important. L'important, c'est que cette force-là se retrouve sur le schéma et qu'on réalise que c'est une paire action-réaction. Donc, là, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de représenter l'accélération de chacun. Donc, l'accélération du wagon 1, bien, nécessairement, tout ça roule sur une surface horizontale, donc l'accélération va être dans cette direction-là, et le wagon ici, donc l'accélération dans cette direction-là également. Donc ça roule sur une surface plane. Et pour terminer, on va rajouter nos systèmes d'axes. Donc un axe qui pointe dans la direction de l'accélération, donc on aura tout simplement axe des X dans la direction de l'accélération ici, et la même chose, axe des X dans la direction de l'accélération pour le wagon numéro 2. Donc, notre schéma des forces est complet. Maintenant, on va aller pour chacun des wagons faire nos équations de Newton, donc la deuxième loi de Newton. Alors, on va avoir d'abord notre somme des forces en X égale masse du wagon 1 fois accélération du wagon 1. Donc, ça, c'est pour le premier wagon. On va aussi avoir toujours pour le premier wagon la somme des forces en Y égale 0. D'accord? Donc, celui-là, on n'en aura pas besoin pour l'instant parce que, ben, on n'a pas d'accélération en Y. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'accélération qui est là, elle se trouve en X. Donc, on n'aura pas besoin d'aller calculer notre somme des forces en Y. Notre somme des forces en X, pour le premier wagon, qu'est-ce qu'on a? On a juste une force, donc la tension T1 ou F1,2, appelez-la comme on veut. Moi, je vais mettre ici je vais mettre T1, qui est égal à M1 fois A1. Donc ça, c'est pour le wagon 1. On va faire la même chose pour le wagon 2. Donc, somme des forces en X égale masse du wagon 2 fois accélération du wagon 2. Donc ça, c'est en X. Et en Y, on n'en aura pas besoin parce qu'encore une fois, somme des forces Y égale 0. Donc moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui est en X. L'accélération ici se trouve en X. Je n'ai pas besoin d'Y. Donc on va faire notre somme des forces. On a la force extérieure de 20 newtons, donc qui est vers les X positifs, qui est négative, moins la tension T2 égale M2 fois A2. D'accord? Donc là, pour simplifier nos équations, on va se rappeler de deux choses. La première, c'est que les forces T1 et T2 forment une paire action-réaction. Donc selon la troisième loi de Newton, si c'est une paire action-réaction, alors T1 va être égal à T2. D'accord? Donc c'est encore plus évident si je l'ai identifié avec la notation F1,2. Donc ça m'indique que c'est la force exercée sur 1 par 2 et F2,1, la force exercée sur 2 par 1. Donc à ce moment-là, je sais que ces deux forces-là, en vertu de la troisième loi de Newton, sont égales également. Donc on va tout simplement l'appeler T. Alors ça, c'est la première chose. T. La masse 1 vaut 4 kg. Et les accélérations, ça c'est ce que j'appelle le théorème du gros bon sens.
Donc, le théorème du gros bon sens dit quoi? C'est que les deux objets sont attachés ensemble. Ils sont attachés ensemble. Ils vont avoir la même accélération. Donc, A1 égale A2 égale tout simplement A. Deux objets attachés ensemble ont la même accélération. Donc, T égale 4A. Donc, ça, c'est le plus loin que je peux aller pour mon équation pour le wagon 1. Regardons qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour le wagon numéro 2. Alors, 20 moins T égale la masse 2, 6A. Alors ça, c'est le plus loin que je peux aller pour le wagon 2. Donc, disons que ça, c'est mon équation 2. L'autre ici, ça, c'est mon équation 1. Alors, une technique qui fonctionne la plupart du temps là, pour résoudre ce genre d'équation-là, c'est qu'on va tout simplement additionner nos deux équations. Donc, l'équation 1 plus l'équation 2. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc, d'un côté de mon égalité ici, T égale 4A, de l'autre côté. L'autre équation, on va juste déplacer le T. On va le placer ici. Donc, de l'autre côté, on a 20 moins T égale 6A. Et c'est ça qu'on doit additionner. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les T s'annulent. Donc, quand on va additionner nos deux équations, l'équation pour chacun des objets, on va remarquer que ce qui est des paires action-réaction va toujours s'annuler. Donc, ça doit toujours disparaître. Parce que quand j'additionne mes deux équations, ce avec quoi je me retrouve, c'est la somme des forces extérieures. Somme des forces extérieures. Donc, regardez ce qu'on a comme force extérieure. C'est seulement celle-là. Donc, somme des forces extérieures égale 4 plus 6, ça fait 10 fois A. Donc, 10, c'est la masse totale. 4 kg plus 6 kg. Donc, on trouve quoi? On trouve que somme des forces extérieures égale masse totale fois accélération. Donc, ce que cette équation-là me dit, c'est que, en définitive, comme les deux wagons sont attachés ensemble, ils ne peuvent pas bouger l'un par rapport à l'autre. Donc, moi, si j'exerce 20 newtons sur ce train-là, c'est exactement la même dynamique que si on exerce une force de 20 newtons sur un seul bloc de 10 kg. Donc ça, là, du point de vue de l'accélération, c'est équivalent à un seul bloc de 10 kg avec une force de 20 newtons appliquée dessus. Tout ça aura la même accélération. D'accord? Donc, en isolant, on trouve ici que A, donc 20 divisé par 10, 2 mètres par seconde carrée. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite de ça, ce qu'on devait faire, on devait aller calculer la tension dans la corde. Donc, je peux prendre n'importe quelle des deux équations. Comme celle-là, il y a moins de termes dedans, mais je vais la prendre directement. On va remplacer l'accélération dans cette équation-là. Donc, T égale 4 fois l'accélération 2 mètres par seconde carrée. Donc, je retrouve que T est égal à 8 newtons. D'accord? En théorie, je devrais retrouver la même chose si j'avais choisi cette équation-là. Donc, si on avait choisi de remplacer l'accélération dans celle-là, on aurait eu quoi? 20 moins T égale 6 fois 2 mètres par seconde carrée. Donc, 20 moins T égale 12. Et j'envoie la tension de l'autre côté, le 12 de ce côté-ci, on retrouve bel et bien que 8 newtons est égal à T. Donc, que je choisisse une ou l'autre des équations, on doit toujours trouver que la force interne, ou ce qui est une paire action-réaction, me redonne le même résultat numérique, peu importe que je le remplace dans l'équation d'un objet ou de l'autre objet. Notre prochain exemple, deux blocs. Un premier bloc qui est suspendu dans le vide. Le deuxième bloc déposé sur un plan incliné à 37 degrés. Ces deux blocs sont reliés ensemble par une corde qui va passer sur une poulie
et les masses des blocs sont égales à 2,5 kg. On nous demande de calculer l'accélération de ces objets. Commençons avec notre schéma des forces. On va y aller avec nos deux blocs. Donc, on aura ici l'objet 1 et on aura l'objet numéro 2. Donc, on va faire notre schéma des forces sur le bloc 1 pour commencer. Alors, on représente tout simplement le bloc comme un point et on va dessiner les forces qui s'appliquent sur le bloc. Donc, d'abord, on a son propre poids. Donc, son poids va être vers le bas. Donc, P1. On sait qu'il pèse 2,5 kg. On peut tout de suite aller calculer le poids. mg, là, ça nous fait ici 24,5 newtons. On a également une corde qui est attachée sur le bloc. Donc, qui dit corde dit tension. Alors, on aura cette tension qui monte vers le haut. Donc, on peut l'appeler T. Je vais mettre T1, mais si on regarde au bout de la corde, on voit que qui est attaché au bout de la corde, en fait, à cause de qui il y a une tension, c'est à cause du bloc 2. Donc ça, c'est une force exercée sur le bloc 1, mais par l'entremise de qui? Par l'entremise du bloc 2. On peut l'appeler T1 ou on peut l'appeler F12. Donc voilà pour le bloc 1. Pour le bloc numéro 2, notre deuxième schéma des forces, donc, on représente le bloc comme un point. On va aller dessiner le poids. Donc, le poids toujours vers le bas. Donc, P2. Il a la même masse. Alors, lui, c'est également 24,5 newtons. Lui est déposé sur une surface. Pour le bloc 1, il n'y avait pas de normale. Il n'est pas appuyé sur une surface. Mais pour lui, on aura une normale. Donc, comme c'est la seule normale qu'on a, il n'y a pas d'autre normale dans nos schémas des forces, je vais juste l'appeler N. Et on a également une tension. Donc, la tension est dans cette direction-là, le long du plan incliné. Donc, on peut l'appeler T2. Bien, on peut aussi l'appeler F exercée sur 2. Donc, c'est une force exercée sur le bloc 2. Et qui l'exerce? Donc, si on suit la corde, on voit que c'est le bloc 1 qui exerce cette force-là. Alors, T1 et T2, ce sont ce qu'on va appeler une paire action-réaction. Donc, en vertu de la troisième loi de Newton, selon la troisième loi, bon, peu importe la manière dont je les ai appelés, je peux dire que T1 égale T2 égale tout simplement une tension quelconque, ou encore F12 égale F21. Donc ça, c'est en module, hein, donc ils ont le même module, égale, encore une fois, je vais tout simplement les appeler T. Donc cette force-là vaut une valeur inconnue qui est T. Donc, on va aller dès maintenant faire notre accélération. Donc, on doit représenter notre accélération. Maintenant, comme je l'ai dit, ces deux blocs ont le même poids. Sauf que lui étant suspendu dans le vide, donc la force qui va étirer le système, donc qui va faire que lui va monter, que lui va descendre, est plus grande que l'inverse. Donc, ce système-là risque plus d'accélérer. Donc, ce bloc-là va accélérer vers le bas et celui-là vers le haut du plan incliné. Donc, on va aller dessiner nos accélérations en conséquence. Alors, ce bloc-là va accélérer vers le bas. Donc, lui risque de descendre. Et ce bloc-là, si lui accélère vers le bas, soyons conséquents, ce bloc-là ici va accélérer vers le haut du plan incliné. Ensuite, une fois qu'on a représenté nos accélérations, on va représenter un axe dans la direction de l'accélération. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, je vais mettre un axe des X qui pointe vers le bas. C'est dans la même direction que l'accélération. Donc, c'est beaucoup plus simple si je vais choisir mon axe des X dans la direction de l'accélération, même si ça peut donner des choses étranges comme ça visuellement, ça va être beaucoup plus facile dans les calculs. Et même chose ici. Donc, l'orientation de l'axe des X le long de l'accélération. Même si ça peut sembler étrange, un système d'axe orienté comme ça va être beaucoup plus simple pour les calculs. Donc, axe des X, préférablement dans la direction de l'accélération. Ça aurait pu être l'axe des Y, mais comme j'ai choisi X ici, on va mettre aussi l'axe des X dans la direction de l'accélération pour le deuxième bloc. Donc, notre prochaine étape, c'est d'aller
déterminer notre somme des forces pour chacun des blocs. Alors, pour ce bloc-là, la somme des forces X, somme des composants X, égale masse. Ils ont tous la même masse, fait que je ne mettrai pas M1, M2. Masse fois accélération du bloc 1. En Y, ben encore une fois, j'en ai pas besoin en Y. Donc, j'ai aucune force en Y. D'ailleurs, je n'ai même pas d'axe des Y. Donc, somme des forces en Y égale 0. Pour l'instant, ce n'est pas important. Pour ce bloc-là, somme des forces composante X égale masse fois accélération du bloc 2. Et encore une fois, en Y, ben, on n'a pas besoin parce que je n'ai pas de composante d'accélération en Y. Maintenant, le fameux théorème du gros bon sens me dit quoi? Ces deux blocs sont attachés ensemble. Donc, ils doivent avoir le même module de l'accélération. Donc, ce que j'avais représenté comme A2, A1, tout simplement, ce sera égal à A. Allons-y pour ce bloc-là, premier bloc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Somme des forces en X. Bien, le poids, remarquez qu'il est orienté dans la direction des X positifs. Donc, 24,5. Je peux même mettre un plus, là, juste pour qu'on voit bien qu'il est vers les X positifs, moins la tension. Donc, la tension est orientée vers les X négatifs, égale masse 2,5 fois A. Ici, je n'ai pas vraiment besoin. On va passer à l'autre bloc. Donc, somme des forces en X. Qu'est-ce qu'on a vers les X positifs? On a la tension vers les X positifs. Maintenant, le poids, si on va regarder ses composantes, donc ce que je veux, c'est Px. On voit qu'il est orienté le long des X négatifs. Et l'angle qu'on a ici, on avait déjà vu dans le cas du plan incliné, l'angle entre le poids et l'axe des Y, ça va être notre 37 degrés. 37 degrés. Donc, la composante dont on a besoin, c'est 24,5 sin de 37, donc moins 24,5 sin de 37. Tout ça, c'est égal à 2,5 fois l'accélération. Donc, 24,5 sin de 37, si on fait le calcul, ça donne 19,6. Donc, je vais le mettre dans le même ordre que l'autre équation. Donc, on a la valeur numérique avant, moins 19,6 plus T égale 2,5 fois A. Donc, ce sont respectivement mes équations 1 et 2. Et ce qu'on va faire, c'est que pour aller déterminer l'accélération, pour isoler le A, je vais les additionner. Donc, c'est une technique que je peux utiliser, là, qui fonctionne tout le temps, pas mal, là, dans la plupart des exercices. J'additionne mes deux équations. Donc, je les réécris. Alors, 24,5 moins T égale 2,5A. Et ma deuxième équation, moins 19,6 plus T égale 2,5A. On additionne ces équations-là. Alors, normalement, quand j'additionne mes équations sur chacun des objets, ce que je dois trouver, c'est que les paires action-réaction disparaissent. Et c'est bien le cas. Donc, quand je les additionne, moins T plus T, tout ça disparaît. 24,5 moins 19,6, ça donne 4,9. Égale 2,5A plus 2,5A, ça donne 5A. Alors, on obtient approximativement là, 1 mètre par seconde carré pour l'accélération. Et on pourrait, si on veut, aller isoler encore une fois la tension, donc en remettant la valeur de l'accélération dans une ou l'autre de ces équations-là, celle-là ou encore dans celle-là, on pourrait retrouver la tension entre les deux cordes. Et comme dans les autres exemples, donc ça doit me redonner la même chose. Que j'aille remplacer l'accélération dans cette équation-là ou dans celle-là, il faut que je retrouve la même tension dans la corde parce que, en vertu de la troisième loi de Newton, ces forces-là sont des paires action-réaction et elles doivent être égales.